Bonjour à tous. Il y a un sujet qui a une place à part dans notre mémoire collective. Un sujet qui frappe l'imagination, c'est la guerre de 100 ans. L'invasion d'une partie du royaume par les Anglais, les défaites à répétition des rois de France, la guerre civile, une situation désespérante. Et puis, un jour, Jeanne d'Arc. La guerre de 100 ans, c'est le sujet de notre débat aujourd'hui. Est-ce que ce conflit interminable a été l'épreuve de feu pour les rois de France ? Pour nous en parler, j'ai la joie d'accueillir deux invités. Xavier Hélary, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne. Et parmi vos nombreux ouvrages, je cite, avec le regretté Philippe Contamine et Olivier Bouzy, Jeanne d'Arc, Histoire et Dictionnaire dans la magnifique collection Bouquins chez Robert Laffont. Geoffroy Caillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire, bien sûr, et le dossier de votre nouveau numéro, que nous voyons ici, est la guerre de 100 ans, guerre féodale, guerre nationale, point d'interrogation. Vous allez nous expliquer pourquoi. La guerre de 100 ans, c'est donc le sujet de notre débat aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir Xavier Hélary, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, et Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Alors Geoffroy, je me tourne vers vous. Vous vous intéressez dans votre dossier à la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qui a retenu votre attention à l'occasion de ce sujet ? Ça faisait longtemps que nous voulions consacrer un dossier à cette guerre qui est mal connue, ou qui est connue simplement par quelques figures, notamment celle de Jeanne d'Arc et du roi Charles VII. Pourquoi est-elle mal connue ? Parce que déjà c'est une guerre très longue, 116 ans, entrecoupée de trêves, mais ce qui est intéressant et ce qui nous a séduit dans la volonté d'en parler, c'est le fait que cette guerre saisit un moment de transition de la France entre la féodalité et la modernité politique, dont la guerre de 100 ans va finalement accoucher, alors qu'elle a commencé par des raisons tout à fait différentes. Donc ce genre de période où on saisit des grandes transitions, qui, dans le cadre de la guerre de 100 ans, vont amener à la formation, à la consolidation d'un État royal qui va peu ou prou être celui qu'on va connaître tout au fil de l'Ancien Régime, nous a beaucoup intéressés. Et puis c'est aussi la période, et évidemment cette conséquence est liée à la première, où émerge ce qu'on peut appeler aujourd'hui un sentiment national, mais en tout cas le sentiment pour les sujets du roi de France d'appartenir à une même nation. Alors on va en parler évidemment parce que c'est fondamental et je suppose que c'est discuté entre les spécialistes. Xavier Hélary, s'il vous plaît, à quoi ressemble le royaume de France à la veille du début de la guerre ? Alors, au début de la guerre de 100 ans, le royaume de France apparaît comme une sorte de superpuissance, en fait, à l'échelle de la chrétienté. Pas tellement du fait de sa superficie, parce que c'est un peu moins que la France actuelle, mais surtout en raison à la fois de sa population, sans doute entre 15 et 20 millions d'habitants dans les années 1320, de toute façon avant la peste noire qui va faire des coupes claires au milieu du XIVe siècle, et puis aussi du fait de son ancienneté, parce que pour les médiévaux, pour les hommes et les femmes du XIVe siècle, le royaume de France remontait très loin, remontait jusqu'à Clovis, notamment à travers le Sacre, qui était, dont la matrice était le baptême de Clovis. Et il y avait cette très longue histoire de France, en fait, pour les médiévaux eux-mêmes. C'est ça, parce qu'on pourrait penser que, disons, avant Hugues Capet, c'était 987, c'était une espèce de trou noir, même pour les... Oui, c'est-à-dire que pour nous, on sait bien qu'en tant qu'historien professionnel, nous savons bien qu'on ne peut pas parler de France avant, mettons, le XIe siècle encore, mais il y avait un royaume des Francs, et ce royaume des Francs était perçu comme ayant une très longue histoire, et ce qu'on appelle les grandes chroniques de France, notamment cette histoire un peu officielle qui était écrite par les moines de Saint-Denis au nord de Paris, là où il y avait la nécropole royale, là où les rois allaient chercher l'oriflamme, eh bien, on pensait que voilà, il y avait une histoire longue du royaume de France et qui ne commençait pas avec Hugues Capet, qui n'a pas si grande importance que ça pour eux, mais qui remontait jusqu'à Clovis. Alors, évidemment, nous faisons la différence, mais les médiévaux pensaient qu'il y avait une très longue histoire de France. C'est intéressant parce qu'en somme, ils n'avaient pas tout à fait la même perception de leur propre passé que nous. Non, exactement, oui. Et parce qu'il y avait le titre de roi des Francs qui était Rex Francorum en latin et qui est le titre encore officiel de Philippe de Valois, le roi au début de la guerre de 100 ans. En latin, c'est Rex Francorum. De même, Charles VII. Charles VII, c'est Rex Francorum. Dans les textes en français, c'est roi de France. Mais dans les textes en latin, c'est roi des Francs. Et donc, il y a vraiment cette conscience d'une très longue histoire. Encore une fois, le sacre, et c'est très important. Très bien. Geoffroy, quelles sont finalement les causes de cette fameuse guerre de 100 ans ? Pourquoi cette guerre est-elle déclenchée ?
Alors la guerre éclate en 1337, au moment où règne sur le trône de France Philippe VI de Valois, qui est un neveu en fait de Philippe le Bel, et qui est là sur le trône depuis une dizaine d'années. Et la légitimité du roi lui est contestée par Édouard III d'Angleterre, qui est un Plantagenet, et qui est un descendant direct, un petit-fils de Philippe le Bel. Et cette revendication s'appuie sur le fait que, à l'époque, il n'est pas encore très clair que les femmes sont exclues de la succession royale française. Donc il a des droits à la couronne de France, et il est plus proche de Philippe le Bel que Philippe VI de Valois. Moyennant quoi, Philippe VI de Valois règne, comme je le disais, depuis déjà une dizaine d'années. Et en réalité, il faut comprendre que derrière cette querelle dynastique, il y a une question en réalité purement féodale. Les Plantagenets ont eu en France des possessions importantes à l'époque d'Henri II, 2 siècles plus tôt, notamment la Normandie, le Maine, l'Anjou, et puis évidemment l'Aquitaine, que Aliénor d'Aquitaine, femme d'Henri II, lui a apporté. Tout cet héritage a été réduit par Philippe Auguste, qui a reconquis l'essentiel de ses possessions. Et il ne reste finalement, au début du XIVe siècle, aux Plantagenets, que la région de Bordeaux, la Guyenne, et puis le duché de Guyenne et le comté de Ponthieu du côté d'Abbeville. Et évidemment, Édouard III est conscient que ces domaines dépendent du roi de France, qu'il a un devoir vis-à-vis du roi de France, mais qu'il supporte de moins en moins les interventions du roi de France, notamment judiciaires, dans ces territoires. Et donc, en contestant la légitimité de Philippe VI de Valois au trône de France, en réalité, il cherche à faire pression sur le roi de France pour qu'il limite ses incursions dans les territoires dont il est le souverain légitime. Son but initial est plus modeste que ce qu'on pourrait croire. Oui, il est plus modeste. C'est une histoire bien plus féodale que l'issue de la guerre. Et ce qui va changer la donne, ce sont les victoires anglaises très éclatantes dans les 20 premières années de la guerre. Alors, Xavier Larry, pour aider les téléspectateurs à s'y retrouver, vous qui êtes un excellent pédagogue, tout le monde me l'a dit, pourriez-vous nous dire les principales phases du conflit ? Alors oui, c'est les phases du conflit, on en distingue généralement 4. C'est-à-dire qu'il y a la première phase qui est marquée par les défaites de la royauté française. Donc ça, c'est le règne de Philippe de Valois, c'est jusqu'à la capture de Jean le Bon à la bataille de Poitiers. Ensuite, il y a une contre-offensive française sous le règne de Charles V, qui est suivie d'une assez longue période de paix sous le règne de Charles VI, mais tout ça forme une seule période. Et puis ensuite, il y a la reprise de la guerre avec Henri V, à partir de 1415, avec la bataille d'Azincourt. Et puis, il y a vraiment la dernière phase de la guerre, dans les années 1440, où là, vraiment, il y a l'issue de la guerre, avec la reconquête par Charles VII, qui se conclut magnifiquement, avec la reconquête de la Normandie, modèle d'opération militaire, et puis la conquête de l'Aquitaine, parce que l'Aquitaine n'avait jamais été sous la domination directe des rois de France. C'est ça. Alors, merci pour ce panorama extrêmement clair, effectivement. Geoffroy, pourquoi... Alors, moi, quand j'étais enfant, il y avait une série extraordinaire qui s'appelait, je crois... on entendait la voix de Roger Carrel, aidez-moi, vous vous souvenez, là, c'est le dessin historique qu'on regardait quand on était enfant. Enfin, moi, j'avais été très impressionné par les batailles, les dessins animés. On nous montrait Crécy, Poitiers, ces chevaliers français qui tombaient sous les flèches des archers... Pourquoi ces défaites françaises à répétition? On a l'impression que ces chevaliers français sont incorrigibles et ils n'apprennent rien de leurs défaites. Oui, alors il y a peut-être aussi déjà une déformation chronologique qui est que entre deux grandes défaites que sont Crécy en 1346 et Azincourt en 1415, il y a quand même 70 ans. Et entre les deux, comme le disait Xavier Larry, il y a des phases ascendantes et descendantes. Et donc il y a quand même des victoires françaises, notamment en 1366, Pont-Valin avec du Guesclin. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces deux grandes défaites qui encadrent une grande partie de la guerre. Je pense que les défaites françaises sont d'abord à chercher du côté de la supériorité de l'armée anglaise. Au moment du début de la guerre, l'armée anglaise qui s'est frottée aux troupes écossaises pendant des années est mieux s'entraînée. Elle a l'habitude de combattre par petites unités.
des petites unités qui se déplacent à cheval, mais qui, sur le champ de bataille, deviennent des fantassins, hein, descendent de cheval et combattent à pied. Ça, c'est une première différence. Et puis surtout, c'est une armée qui reçoit une solde, contrairement à l'armée du roi de France, puisque depuis quelques années, la noblesse française qui combat pour le roi ne le fait plus gratuitement. Le roi doit trouver des expédients pour la payer. Il n'y a pas encore d'armée permanente. Ça va être justement tout l'acquis de la guerre de 100 ans. À cette époque-là, les Anglais sont soldés de façon plus régulière pour un mois ou pour un an, ce qui permet de développer des batailles beaucoup plus importantes. Ils se donnent plus à fond, si j'ose dire. Ils se donnent plus à fond, et c'est le principe notamment des chevauchés. Hein. Ils ont un avantage et une tactique offensive qui est plus développée que l'armée du roi de France. Et ce sont ces chevauchés qui marquent toute la première partie de la guerre, notamment en Normandie. Ce sont des raids en profondeur dans le pays, sur le passage desquels les troupes dévastent tout. Et ça effectivement, ça a un effet très fort en temps de guerre. Et alors, malgré tout, les Français vont remporter des victoires. Hein. Il y aura celle de Duguesclin, oui, celle de Duguesclin, et puis il y aura tout le temps des grandes victoires de Charles VII. Xavier Hilary en parlait, notamment dans la reconquête de la Normandie en 1450. Alors justement, Xavier Hilary, pouvez-vous nous dire un mot de cette reconquête si brillante de la Normandie ? Oui, alors c'est la toute dernière phase, ou l'avant-dernière phase avant la conquête de l'Aquitaine. Et c'est vrai que c'est une opération qui est menée de main de maître par Charles VII. Alors, il n'intervient pas directement, il est un peu en arrière-plan, puisque c'est plutôt le connétable de France qui va conduire les opérations. Mais c'est vrai qu'il y a un outil militaire qui est enfin approprié avec les grandes réformes qu'a accompli Charles VII en 1444-1445, qui aboutissent à la formation de la première armée permanente, une armée dont le roi est complètement le maître, hein, dont il nomme les capitaines, dont il retient les combattants qui reçoivent une solde et qui sont entretenus de façon permanente entre deux opérations. Donc ça, c'est un outil militaire. Et puis, c'est plusieurs armées qui vont converger vers la Normandie et qui vont à la fois bénéficier de l'affaiblissement de l'appareil militaire anglais. L'Angleterre a ses propres difficultés. Et puis, malgré tout aussi, du fait que les Normands, même si ça fait 30 ans qu'ils sont sous la domination anglaise, depuis 1417-1419, eh bien, ont quand même le sentiment que le roi de France, c'est Charles VII, et qu'ils appartiennent à ce royaume de France. Tout autre est la situation en Aquitaine. Ils l'ont parce que Charles VII a été sacré à Reims, ou ils l'avaient déjà avant ? Ils l'avaient sans doute avant, mais évidemment, l'effet du sacre de Reims est considérable en 1429, puisque jusqu'alors, dans la décennie 1420, on ne sait pas très bien qui est le roi le plus légitime. De Henri VI, le roi de France et d'Angleterre, tel est le double titre qu'il porte. Donc c'est le produit du traité de Troyes, conclu en 1420. Honteux traité de Troyes, disait-on. Honteux traité de Troyes, exactement, et qui avait sa logique, hein, qui aurait pu, à la limite, fonctionner. On peut dire, voilà, si on peut faire de l'histoire contrefactuelle et faire une histoire où Charles VII meurt dans la décennie 1420, et il n'y a plus que Henri VI, roi de France et d'Angleterre. Fusion des deux pays. Ouais, et les historiens disent, bah, alors, ça c'est clair, la France 20 millions, l'Angleterre 4 millions, c'était joué en fait, hein, c'était la fusion, mais à l'avantage du royaume de France. Mais les choses ont été un peu différentes, et donc à partir du sacre, on sait que le roi de France, y compris pour les Français qui vivent sous la domination anglaise, on ne peut pas vraiment parler d'occupation parce que ça rappelle d'autres souvenirs, mais même à Paris, même en Normandie, qui sont sous domination anglaise, on sait que le vrai roi de France, c'est Charles VII. Les Anglais, en 1431, font sacrer Henri VI à Notre-Dame de Paris, mais personne n'y croit. C'est une parodie de sacre, en fait. C'est en riposte au sacre de Reims. C'est en riposte, oui. Et on ne sait... Voilà, on doit le constater. C'est-à-dire que le vrai roi de France, y compris, on a une source extraordinaire, c'est le journal qu'on appelle d'un bourgeois de Paris, qui est en fait un clerc, un chanoine de la cathédrale, proche de la cathédrale de Paris, et qui est très hostile aux Armagnacs, dont Charles VII est un peu le chef, et il parle toujours du dauphin des Armagnacs, jusqu'en 1429, jusqu'au sacre. Et puis après, il dit le roi Charles. Et donc, lui qui était hostile, même lui, il a changé d'avis. Enfin, pour lui, il y avait une vraie question de légitimité qui était réglée avec le sacre de Reims. Ça, la question de la légitimité, c'est Jeanne d'Arc qui en a aussi l'intuition. Oui, parce que la légitimité, elle commence par des victoires. Et en pleine guerre civile, celle qui oppose les Armagnacs aux Bourguignons, donc les Armagnacs, c'est les partisans du roi de France,
donc aux Bourguignons emmenés par le duc de Bourgogne, il faut des victoires pour faire la différence. Et donc, Jeanne d'Arc, qui en 3 mois renverse la situation militaire en 1429, c'est quelque chose de très important. Et ça participe à la légitimité de Charles VII. Ensuite, elle a conscience qu'il faut qu'il soit sacré pour être légitime. Elle semble même en avoir encore plus conscience que lui. Oui, et donc, on dit qu'elle le pousse. Voilà. Et donc, le détail est très intéressant que donne Xavier Larry sur le bourgeois de Paris qui change le vocabulaire après le sacre est tout à fait significatif de ce point de vue-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que cette période de guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, qui donc précède l'épopée de Jeanne d'Arc en 1429 et 31, entre 1429 et 1431, il est un peu oublié, cet épisode de guerre civile, je trouve, entre Armagnac et Bourguignon. Il a facilité la progression des Anglais. Est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit ? Oui, alors en fait, au départ, c'est une rivalité à l'intérieur de la cour entre le duc d'Orléans, qui est le frère de Charles VI, à un moment où Charles VI, étant fou, ne peut pas être renversé. On ne peut pas renverser. On n'est pas en Angleterre où plusieurs rois pendant la guerre de Cent Ans vont être renversés et assassinés. C'est le cas de Richard II en 1399. Ce sera des sujets pour les pièces de Shakespeare. Voilà, de Henri VI ensuite, exactement. Et ça avait été le cas d'Édouard II, d'ailleurs le père d'Édouard III. Donc on n'est pas en Angleterre, donc le roi étant sacré ne peut pas être touché. On ne nomme même pas de régent, mais en revanche, il y a une querelle entre le duc d'Orléans, Louis, et puis son cousin Jean sans Peur, le duc de Bourgogne. Et en 1407, le duc de Bourgogne fait assassiner Louis d'Orléans, ce qui était du jamais vu en fait, et ce qui va provoquer donc cette très longue guerre civile qui va appeler la guerre étrangère. C'est vraiment la reprise de la guerre anglaise, parce que en Angleterre, les Lancastres, donc c'est Henri IV, Henri duc de Lancastre, qui a renversé Richard II en 1399, a lui-même besoin de légitimité. Et il n'y a pas mieux pour gagner en légitimité dans son propre royaume d'Angleterre que de relancer la guerre avec la France. Donc Henri IV va rester relativement discret, mais à partir de 1413, son fils Henri V va vraiment profiter de la guerre civile, où d'ailleurs les Armagnacs et les Bourguignons appellent les Anglais à la rescousse, en fait, à leur propre défense. Donc la guerre civile est vraiment étroitement liée à la guerre étrangère. Et à partir de 1415, la bataille d'Azincourt, c'est une bataille où l'armée du roi de France est une sorte en union nationale, en fait, parce que 2 des frères du duc de Bourgogne sont tués sur le champ de bataille. On a interdit au duc de Bourgogne de venir sur le champ de bataille d'Azincourt, ce qui lui a sauvé la vie, mais 2 de ses frères vont être tués. Et le duc d'Orléans, Charles, le poète, va être fait prisonnier. Il sera prisonnier pendant 25 ans en Angleterre. Donc, cette guerre civile, elle va rebondir ensuite en 1417, en 1419, pardon, quand le dauphin Charles, qui a repris le parti Armagnac, le parti Orléans, le futur Charles VII, va assister à l'assassinat de Jean sans Peur. C'est l'histoire du pont de Montereau. Pont de Montereau, où un des hommes du dauphin Charles, Tanguy du Châtel, qui était un Armagnac, un partisan des ducs d'Orléans, va se venger en quelque sorte en tuant le duc de Bourgogne. Et le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, va ensuite se jeter dans les bras du roi d'Angleterre. Mais dans cette période très confuse, entre 1407 et 1419, 1420, voilà, les choses auraient pu être différentes. Et les Bourguignons, qui dans la décennie 1420 vont être très liés aux Anglais, malgré tout, sont dans une attitude plus ambiguë auparavant. Et c'est vraiment extrêmement mouvant. D'un mois à l'autre, ça peut vraiment bouger. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est la première guerre civile, en fait, en France. Il y aura tellement de guerres civiles. Ensuite, ça prend aux catholiques, aux protestants. Oui. Enfin, c'est la première. Et c'est la première vraiment, de notre histoire. Ouais, de notre histoire, où on a appelé Armagnac et Bourguignon des partisans qui avaient des insignes. Pourquoi est-ce qu'on les appelait Armagnac ? Alors Armagnac, parce que le nouveau duc d'Orléans, Charles, qui est le fils de Louis d'Orléans, qui a été assassiné en 1407, va épouser Bonne d'Armagnac, qui était la fille du comte d'Armagnac. Et le comte d'Armagnac, avec ces hommes qui étaient de rudes gaillards venus du sud-ouest, qui n'avaient pas très bonne presse, on va appeler ce parti, non pas le parti des Orléans, mais le parti des Armagnacs. D'autant plus que Charles d'Orléans va être prisonnier pendant 25 ans, donc il va être sorti du jeu, et le comte d'Armagnac, au contraire, va être plus présent jusqu'à sa mort en 1418.
Charles d'Orléans, donc on a dans les Lagarde des Michards, pendant 2 générations, il y avait ces... Oui, dans la forêt de longue attente. Voilà, c'est un poète de première force, mais 25 ans en captivité quand même. Hein. Parce qu'on attendait une rançon exorbitante? Non, c'était le dessein de Henri V, le roi d'Angleterre, vainqueur à Azincourt, qui, encore sur son lit de mort, disait qu'il ne fallait pas libérer le duc d'Orléans. À ce moment-là, le duc d'Orléans, étant le cousin germain de Charles VII, est l'héritier du trône. Le dauphin Louis, futur Louis XI, ne naît qu'en 1423. Et donc, il fallait il fallait garder l'héritier du trône. Geoffroy, alors, vous nous expliquez dans votre très beau dossier que la monarchie française, finalement, sort affermie, je crois, de cette épreuve. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer? Elle est renforcée dans ses structures, notamment, on l'a dit, par le fait qu'elle ait enfin établi une armée permanente, le fait que les impôts soient stables et soient acceptés désormais. Et ce sont ces impôts qui vont permettre de financer l'armée, justement. Et puis, toute l'administration royale, hein, évidemment, on parle de structures qui avaient commencé au moins dans le siècle précédent, au moins sous Saint-Louis, se mettre en place. Toutes ces structures vont se retrouver renforcées. Et les agents royaux, par exemple, les agents de l'administration royale, vont être établis pour encadrer ce qui sont les prémices vraiment d'une monarchie administrative, celle qu'on va connaître jusqu'à la Révolution, avec évidemment un renforcement très fort à partir d'Henri IV et Louis XIII. Et donc, c'est toute cette structure qui s'affermit peu à peu. Et puis, il y a quelque chose aussi qui l'affermit, c'est la religion royale, on peut dire, qui se met en place autour de la personne du roi, puisque on prie pour le roi, on fait des grandes processions pour le roi, les messes, bien sûr, sont dites pour le roi. Le roi, c'est celui... Parce qu'il faut comprendre que cet État moderne dont je parle n'est pas un État séculier comme le nôtre, hein. C'est pas un État qui a pour... but sa propre fin. C'est un État qui est là pour préparer la cité céleste. Et donc, le roi fait le lien, si vous voulez, entre Dieu et les habitants du royaume de France. Et pour consolider ce lien, on développe une sorte de culte qu'on peut appeler religion royale, qui permet aussi d'établir très solidement le trône, puisque le trône a aussi des fondements spirituels. Et cette religion royale, elle existait moins avant la guerre de 100 ans? Elle est déjà en germe, puisqu'on voit sur la couverture du numéro, on voit l'oriflamme. L'oriflamme, c'est depuis 1124 que le roi va chercher l'oriflamme. C'est ce drapeau rouge, alors qu'il n'a rien de révolutionnaire. C'est le drapeau rouge que les rois vont chercher quand ils partent à la guerre. Et ça fait partie de la mystique royale. Il y a les fleurs de lys depuis la fin du XIIe siècle. Ça, c'est très important. Les fleurs de lys dans la France médiévale, notamment dans le nord de la France, sont partout. Il y a le culte de Saint-Louis. Mais qu'est-ce que ça représente, ces fleurs de lys? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors, fleurs de lys, ça symbolise la fleur de la Vierge Marie, et ce sont les couleurs de la Vierge Marie, hein, donc le jaune, l'or, sur fond bleu ou azur, ça c'est la Vierge Marie. Et il y a comme une chose, je crois, sur laquelle il faut vraiment insister, c'est la spécificité du royaume de France. C'est-à-dire que le royaume de France est le seul qui ait tout cet appareil ou cet attirail idéologique, parce que le roi d'Angleterre est très puissant. La royauté anglaise est beaucoup mieux administrée depuis beaucoup plus longtemps, mais elle n'a pas cette mystique qu'a le roi de France. Et qui va donc avec les fleurs de lys, dont on dira plus tard, elles ont été apportées en même temps que le Saint-Crème, etc. Le Saint-Crème au moment du sacre, enfin ça c'est très très important. L'oriflamme, il y a vraiment un ensemble de choses qui fait que la royauté française est tout à fait particulière. Et quand on voit le personnage de Jeanne d'Arc arriver en 1429, elle est vraiment, alors elle est extrêmement pieuse, extrêmement mystique, mais elle a en elle elle connaît tout ça. Elle connaît Saint-Denis, elle va à Saint-Denis en septembre 1429, avant d'attaquer Paris. L'attaque de Paris ne marchera pas, et elle offre son armure à Saint-Denis. Et on lui demande pendant son procès pourquoi elle a fait ça. Une sorte d'ex-voto. Et elle dit, parce que Saint-Denis, c'est le cri de France. Montjoie Saint-Denis, depuis le XIIe siècle. Et donc, là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et c'est pour ça, finalement, que les rois de France, les Valois, qui ont connu échec sur échec, c'est pour ça qu'ils ont réussi, finalement. À cause de la puissance de cette mystique que vous nous expliquez, Xavier Larry-Geoffroy, alors vous pensez qu'on peut dire que les prémices d'un sentiment national sont apparues à l'issue de cette guerre de 100 ans, ou pendant cette guerre de 100 ans? Oui, alors peut-être que le terme peut paraître trop moderne, mais le sentiment à travers l'adversité contre l'étranger que les sujets du roi de France, ceux qui se reconnaissent comme sujets du roi de France, sont aussi
ceux qui habitent un même pays et que tout ça ne fait qu'un, effectivement, commencent à se fortifier à ce moment-là. Et c'est également lié, je pense, d'ailleurs, quelque chose de caractéristique, c'est que Jeanne d'Arc, par exemple, habite Domrémy, dans le duché de Bar, enfin qui dépend du duché de Bar à cette époque, et elle sait que le souverain, que le duché de Bar dépend du souverain légitime du royaume de France, qui est Charles VII. Et donc, vous voyez qu'on passerait rapidement du petit pays à j'allais dire à la grande patrie, en tout cas au plus grand royaume. Elle comprend très bien cette légitimité. Il y a un autre aspect qui, à mon avis, fortifie ce sentiment, c'est le fait que les frontières de la France n'ont pas bougé à la fin de la guerre de 100 ans. Hein. Ce sont toujours les 4 principales rivières, la Meuse, l'Escaut, le Rhône et la Saône, qui le délimitent. En revanche, son unité territoriale s'est affirmée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 grands duchés, la Bourgogne et la Bretagne, qui mènent une sorte de combat d'arrière-garde, si on peut dire, contre le roi de France. Mais tous les grandes principautés, tous les grands fiefs sont réduits, pour ainsi dire. Et donc, le royaume de France a une assise aussi qui permet de fortifier ce sentiment. Xavier Hélary, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que sentiment national, c'est anachronique ou ça vous convient? Quelle formule trouver pour caractériser ça? Non, je suis d'accord avec Geoffroy Caillet, c'est un sentiment d'appartenance. En fait, sentiment national, ce serait peut-être trop fort, ou on y met des choses qui sont peut-être anachroniques, mais il y a clairement un sentiment d'appartenance qui est assez répandu, pas forcément d'ailleurs au sein des élites nobiliaires qui continuent à appeler les Anglais parfois à la rescousse. Enfin, au temps de Charles VII, il y a plusieurs révoltes où les Anglais sont appelés à la rescousse, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un roi de France légitime, et sentiment d'appartenance convient bien. Merci messieurs pour ces échanges passionnants. La guerre de 100 ans nous étonne toujours par sa durée et par sa complexité. Je rappelle votre livre Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire dans la prestigieuse collection Bouquins, et le nouveau numéro du Figaro Histoire, La guerre de 100 ans, guerre féodale, guerre nationale, point d'interrogation. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'application du Figaro et en replay. À bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'histoire.